va donc commencer l'exposé. Si possible, je préfère que les questions soient après que pendant, parce que sinon on ne va jamais finir. Donc il y a pas mal d'informations. Il y a certaines diapos où je passerai peut-être un peu vite, parce qu'on peut y revenir après si besoin. Voilà. Donc le sommaire, en fait, d'abord une présentation du site nucléaire du Bugey, les principes de la sûreté nucléaire. Je vais parler aussi, alors c'est un peu hors sûreté, hors sécurité, mais c'est quand même bien d'avoir en tête, c'est les rejets radioactifs, chimiques et thermiques. On parlera de la maintenance, du vieillissement, des malfaçons et fraudes, puisque vous verrez quand même qu'il y a des problèmes. Quelques mots sur ce qui devait se faire après Fukushima, et puis on terminera sur le risque d'accident grave. Pour vous démoraliser complètement. C'est fait exprès. Mais bien avant, vous savez déjà le moral. Donc le site nucléaire du Bugey, une photo prise depuis la plaine de l'Ain, si vous ne connaissez pas. Pour situer, ben voilà, Bourg-en-Bresse est ici, Lyon est là, hein, donc Chemin elle est par là, Chambéry. Voilà, donc on est à 30 km de Lyon. Il y a des parties de la commune de Lyon qui sont à 30 km, l'hôtel de ville est de 35 km. Vous voyez ici les tours de la Bardieuse, c'est pris depuis le même endroit que la photo là, au téléobjectif. Donc on n'est pas si loin que ça de Lyon, quoi. Mâcon 65, Genève 75, Chambéry 55, Grenoble 75. On n'a pas mis toutes les villes, mais vous pouvez faire. Oui. Oui, voilà, donc on reste. En fait, c'est une des centrales qui est dans une région les plus peuplées. Ça a été en 2012 une étude qui a été faite. Donc, dans un rayon de 30 km, c'est le site nucléaire du Bugey qui est le plus peuplé avec 1 255 000 habitants. Et quand on va à 80 km, un périmètre plus grand, Fessenheim nous passe un petit peu devant avec 4 millions d'œufs et Bugey est le second avec 4 408 000 habitants. C'est très important. C'est beaucoup plus important que les zones de Fukushima ou de Tchernobyl qui ont eu des accidents graves. Alors, le site nucléaire, on va parler de site nucléaire. C'est une centrale nucléaire, mais c'est aussi autre chose. Aujourd'hui, on va se concentrer sur les 4 réacteurs à eau pressurisée qui sont encore en fonctionnement. Mais il faut savoir que sur le site, on a un magasin interrégional de combustible, c'est-à-dire le combustible neuf, celui qu'on va mettre dans les centrales pour les faire fonctionner. Donc on a un magasin interrégional parce qu'on approvisionne les autres centrales de la vallée du Rhône. Et puis on a un réacteur qui a fonctionné jusqu'en 1994, depuis 1972, qui est maintenant à l'arrêt. C'était le plus gros réacteur graphite-gaz, c'était l'ancienne filière française, qui fonctionnait avec de l'uranium naturel, qui alimentait la bombe atomique française en particulier. Donc ce réacteur est arrêté, il doit être démantelé. C'est un peu reporté au calendrier grec, mais ça viendra un jour sans doute. Et puis on a en fin de construction, ça devrait démarrer l'an prochain. On a essayé de s'y opposer, mais c'était pas facile. C'est le centre de conditionnement et d'entreposage de déchets activés, déchets radioactifs en fait. Donc on n'en parlera pas ce soir, mais si vous avez quand même quelques questions après, on peut répondre. Donc on va se concentrer sur les 4 réacteurs. Donc il y a Bugey 2, Bugey 3, c'est 2 réacteurs de 910 MW qui ont 40 ans de service en 2018, c'est-à-dire qu'ils ont été mis en service en 1978. Et puis Bugey 4 et Bugey 5 qui eux vont avoir 40 ans de service en 2019, avec un an d'écart. Ils ont un an de plus que ceux de Fessenheim. Les 2 et 3 sont refroidis directement par le Rhône, et 4 et 5 sont refroidis par des aéroréfrigérants qu'on voit. Il y a 4 aéroréfrigérants, mais en fait, il y a 2 aéroréfrigérants pour Bugey 4 et 2 pour Bugey 5. Bugey 2 et 3 restent sur le Rhône. Pardon. Ces réacteurs devraient passer leur 4e visite décennale si on ne les arrête pas à l'âge de 40 ans. En 2020,
2020 pour budget 2, en 2023 pour budget 3 et en 2021 pour budget 4 et 5. Budget 3 est plus vieux que 4 et 5, mais il passera sa visite décennale plus tard parce qu'il y a eu des décalages dans les précédentes visites décennales, et donc parce qu'en fait c'est 10 ans, mais des fois c'était 12 ans. Voilà. Alors les principes de sûreté. On va utiliser des atomes radioactifs, en particulier l'uranium 235. Donc c'est des atomes qui peuvent d'eux-mêmes se décomposer en deux sous-atomes en libérant des neutrons. Mais ils peuvent aussi se décomposer en recevant un neutron. Ce qui fait que quand il y en a un qui se décompose, il y a des neutrons qui s'émissent. S'il y a d'autres atomes, c'est ce qu'on obtient, c'est la réaction en chaîne. La réaction en chaîne qui peut être maîtrisée ou pas maîtrisée. Quand elle n'est pas maîtrisée, c'est les bombes atomiques. Quand elle est maîtrisée, c'est les réacteurs nucléaires. Hors accident, bien sûr. Alors la sûreté nucléaire, je vais vous lire tout ce qui est écrit là, parce que c'est quand même intéressant, parce que vous verrez, on va parler tout à l'heure de fraude, de malfaçon, c'est important de comprendre comment on en est arrivé là, dans cette industrie. Alors, la sûreté nucléaire, ça recouvre tout ce qui se fait pour confiner les rayonnements, éviter les accidents et limiter leurs conséquences. Toutes les dispositions prises pour améliorer la fiabilité tendent à perfectionner la sûreté. Mais au-delà des contraintes apportées par les phénomènes physiques classiques, le propre de la sûreté nucléaire est de comporter une contrainte supplémentaire, celle due à la production de rayonnements et de matières radioactives. C'est ça qui rend effectivement l'énergie nucléaire dangereuse. Alors les actions pour la sûreté, il y a trois catégories, elles sont classées en trois catégories. Il y a d'abord le confinement par des barrières successives, on en dira deux mots juste après. Il y a une deuxième catégorie qui concerne tout ce qui sert à limiter les fuites et à contrôler. Et puis la troisième catégorie regroupe l'ensemble des matériels et des systèmes qui sont mis en œuvre pour assurer le bon fonctionnement de la chaudière nucléaire, si besoin, son arrêt dans de parfaites conditions de sûreté. Ainsi conçue, une centrale nucléaire est dotée du point de vue de la sûreté d'un système de défense en profondeur, destiné en premier lieu à garantir un fonctionnement correct des installations, puis à minimiser les conséquences de tout incident imaginable, enfin à opposer des boucliers appropriés à une défaillance de plus grande ampleur, qui apparaîtrait malgré toutes les précautions accumulées. Et puis la dernière phrase est très importante, vous la garderez en mémoire pour la fin. Un tel arsenal de protection confère aux centrales nucléaires un degré de sûreté tout à fait unique si on les compare à d'autres secteurs de l'activité humaine. Retenez bien cette phrase, vous verrez après. Donc tout ça, c'est extrait de l'Annales des mines de janvier 1974. Alors, le principe d'un réacteur nucléaire, je vous en dis deux mots parce que c'est important un peu pour... Donc, on a dit qu'on partait de matière radioactive, donc il y a du combustible, des barres combustibles qui sont mis dans une cuve, c'est la cuve du réacteur, c'est là que se fait la réaction qui va... En fait, une centrale nucléaire, c'est jamais qu'une machine à vapeur, une centrale thermique classique, puisqu'en fait, le but c'est de faire de la chaleur, et avec cette chaleur, on va faire de la vapeur qui va faire tourner une turbine et un alternateur. Voilà. Donc on a une cuve, après on a un circuit primaire, on a un générateur de vapeur qui, lui, va, avec un circuit secondaire, va actionner la turbine. Et tout ça, on a besoin d'eau de refroidissement pour qu'on puisse refroidir, pour réchauffer ensuite. Le refroidissement est soit sur le Rhône directement, soit pour budget 2 et 4 et 5, il est avec des aéroréfrigérants, et donc c'est l'air qui fait le refroidissement, avec la vapeur d'eau qui est émise. Alors, tout à l'heure on parlait de barrières, donc là on a les trois barrières. Il y a trois barrières pour assurer la sûreté. La première barrière, c'est la gaine de combustible, qui confine donc la matière radioactive. Ensuite, il y a une deuxième barrière qui est la cuve du réacteur, le circuit primaire et les parties de circuit primaire qui sont dans le générateur de vapeur. Ça, c'est la deuxième barrière.
Et puis, en dernière limite, celle qui nous intéresse plus, parce que c'est celle qui est vraiment censée nous protéger en dernière limite, c'est l'enceinte de confinement qui, elle, doit empêcher les produits radioactifs, en cas d'accident, de sortir dans l'environnement extérieur. Voilà, donc c'est le principe des 3 barrières. Alors ces 3 barrières, on vous dit, en plein document, qu'elles sont étanches. Mais en fait, quand on y regarde de plus près, la première barrière, on peut fonctionner avec un taux de rupture de gaine de combustible de 1%. Si une gaine de combustible est rompue, ça veut dire qu'il y a des produits fortement radioactifs qui vont passer dans le circuit primaire. Ensuite, la deuxième barrière, le circuit primaire, il y a en fait une règle générale d'exploitation qui prévoit une valeur limite de 2300 litres par heure pour le débit de fuite global, avec un débit limité à 230 litres par heure par équipement. Donc 2300 litres par heure, ça fait, s'il y avait ce taux de fuite, mais ils peuvent aller jusqu'à ce taux de fuite, ça serait un peu plus de 20 000 mètres cubes par an. C'est énorme. Et puis, enfin, la troisième barrière, l'enceinte de confinement, elle est autorisée avec un taux de fuite de 0,3% par jour de la masse de gaz contenue dans l'enceinte. Donc, en fait, ça fuit. Et en fait, il faut apprendre le langage du nucléaire. C'est un langage un peu particulier. Dans la chimie, si on vous dit que c'est étanche, s'il n'y a pas de fuite. Dans le nucléaire, quand on vous dit que c'est étanche, ça veut dire petite fuite. Alors, de fait, comme ça fuit, il y a des rejets radioactifs, il y a des rejets chimiques, il y a des rejets thermiques aussi. Alors, les rejets radioactifs et chimiques, ils sont réguliers, en continu, soit dans le Rhône, soit aussi, pour tout ce qui est les effluents gazeux, par une cheminée qui est à côté de chaque réacteur. Donc, ils sont contrôlés, il y a des stockages tampons, il y a des relâchements, c'est régulé, et pour ça, il y a des autorisations de rejet. C'est-à-dire qu'il y a des quantités qu'on peut rejeter. Alors, on a récemment revu pour Bugey les autorisations de rejet qui dataient de l'origine, qui étaient énormes. Et donc, lorsque ça a été revu, ça, on voit, c'est les rejets réels. Alors là, on est sur l'iode gazeux, et là, c'est l'iode liquide. Voilà. Et en fait, le dossier qui nous était présenté, EDF demandait ceci, c'est-à-dire que par rapport au rejet maximum qu'on avait sur les 10 dernières années, on avait un facteur d'un peu plus de 7 pour l'iode gazeux et de 15 pour l'iode liquide. Nous, on a dit, non, il faut se mettre ici. Un peu au-dessus, mais pas bien d'être très très au-dessus. Bon, finalement, pour les iodes, la SN a tranché un peu, elle a réduit un peu la demande d'EDF, mais on reste très au-dessus. Alors, cette marge, c'est en fait pour pouvoir fonctionner dans des conditions d'incident sans que ça soit un incident réellement, puisque ça restera réglementaire, donc ce n'est pas une pollution. C'est une sécurité que se donne EDF pour ne pas être embêté. Ce n'est pas vraiment un objectif pour être performant en termes d'environnement. Il faut bien le voir dans ce sens-là. Alors, il y a quand même une grosse progression, puisque vous voyez, ici, on est à 1,2 gigabecquerel pour l'iode gazeux. Avant, on était à 111 gigabecquerel. L'arrêté d'origine qui datait de 1978. Et pour l'iode liquide, on est à 0,4 maintenant, gigabecquerel, et avant, on était à 2035 gigabecquerel. C'est tout et n'importe quoi. Donc EDF pouvait balancer de la radioactivité dans l'environnement sans être inquiété quoi que ce soit. Alors il y a des arrêtés pour tout un certain nombre d'autres composants. Ici, je vous ai mis les gaz rares, donc des gaz. Ce qui est intéressant de voir, là, c'est mois par mois. Donc on voit que c'est pas régulier non plus. Il y a des pics par moment. Et en fait, il y a une limite annuelle aussi qui est de 60 000 gigabecquerels. Alors là, on a changé d'échelle, puisque là, vous voyez que là, on était sur 1 et quelques gigabecquerels par an. Et là, on est sur du 60 000 pour les gaz rares. En 2017, on était à 800 et quelques. Le tritium liquide, on a une limite à 90 000 gigabecquerels. Et là, en 2017, on était à 48 000 quand même. Donc, il y a quand même des rejets radioactifs qui sont très significatifs en pollution
normale, continue, mais qui n'est pas une pollution, puisque c'est des rejets autorisés. On a la même chose avec les rejets chimiques. Alors par contre, les rejets chimiques, vous voyez sur ces graphes que la demande d'EDF était plus proche de la réalité des rejets réels, voire même un peu en dessous. L'ASN a des fois réduit un peu, ce qui fait que c'est beaucoup plus tendu pour EDF au niveau des rejets chimiques qu'au niveau des rejets radioactifs. Il y a moins de marge de manœuvre. Et même sur les métaux, ils n'arrivent pas à respecter arrêté. Pour le moment, donc ils vont demander une modification. Alors bon, tous ces produits chimiques, il y a des produits qui sont pour traiter les tuyauteries, il y en a aussi pour les aéroréfrigérants pour éviter la prolifération des légionnelles, et puis il y a aussi des produits nécessaires au fonctionnement des réacteurs nucléaires, comme l'acide borique. L'acide borique, c'est ce qu'on injecte dans le cœur du réacteur pour contrôler la réaction de fission. Parce que le bore étouffe une réaction de fission. Donc quand on veut ralentir le réacteur, on met du bore. Quand on veut augmenter sa puissance, on enlève le bore. Voilà, et du coup, après, il y a des rejets qui s'en suivent. Et puis, il ne faut pas oublier qu'on a des rejets quand même de chaleur assez importants, puisque pour faire 1/3 d'électricité, il faut rejeter 2/3 de chaleur. Ça, c'est le principe de fonctionnement de ces centrales thermiques qui n'ont pas des très bons rendements parce qu'on ne travaille pas à de très hautes températures dans un réacteur nucléaire. Donc, en fait, on a une pollution thermique à la fois dans le Rhône ou dans l'air par les aéroréfrigérants qui est non négligeable. Alors, avec les aéroréfrigérants, il y a aussi le risque de développement de pathogènes et de contamination comme les légionnelles et tout ça. Et puis, en termes de sûreté, il y a justement des choses un peu bizarres, puisque quand on a étudié au niveau de la CLI le dossier pour les nouvelles autorisations de rejet, on s'est étonné que dans le dossier, on ne parle pas de la station de pompage des agriculteurs qui est située 3 km en aval. Elle venait de se construire. Autorisée par l'agence de l'eau. L'agence de l'eau avait vu les deux dossiers et ça ne les avait pas choqués. Nous, ça nous a un peu choqués parce que quand les rejets de chaleur, vous voyez, ça c'est le Rhône. Alors, le bleu foncé, c'est l'eau froide. Et puis le bleu plus clair, c'est l'eau chaude qui est rejetée par la centrale. Et cette eau chaude, en fait, elle se mélange qu'au niveau du confluent lunin parce que ça brasse un peu plus. Et en fait, elle reste en rive droite et les agriculteurs pompent en plein dedans. Donc dans cette veine chaude, on a bien sûr de l'eau chaude, mais on a aussi des produits chimiques et des produits radioactifs. C'est-à-dire qu'on répand des polluants chimiques et radioactifs sur les cultures. C'est bien. Voilà, donc du coup, il en est résulté qu'il y a un point de contrôle supplémentaire qui a été décidé pour contrôler quand même des cultures de la plaine de l'Inde. Alors voilà, juste pour vous dire, vous entendez beaucoup parler quand même que l'énergie nucléaire, c'est le top pour le réchauffement climatique, c'est une énergie décarbonée. Il faut quand même relativiser les choses, et il faut avoir une vision un peu plus large, parce qu'en fait, c'est malgré tout une énergie très polluante tout de même, et en plus, je vous ai parlé des polluants chimiques radioactifs qu'on rejette, mais en plus, il y a aussi tous ces déchets radioactifs qui vont être à gérer sur des milliers, pour ne pas parler de millions d'années. Donc, relativisons le mot décarboné, certes, voilà, mais il faut avoir une vision plus large. Alors, malgré les rejets, il y a quand même de temps en temps des pollutions accidentelles. On en a eu, entre autres, une série avec le tritium. Le tritium, c'est du tritium qui devait être rejeté, mais normalement, pour être rejeté, il doit aller dans des cuves, puis après, il est rejeté au Rhône avec un contrôle. Là, en fait, en 2012, en 2016, c'est des tuyauteries qui ont fui, et en fait, le tritium est parti dans la nappe phréatique. En 2017, c'est un puisard qui a débordé, enfin, puis une tuyauterie aussi, où normalement, il n'y aurait pas dû avoir d'effluent, qui s'est rempli, et qui a aussi percolé vers la nappe phréatique de manière relativement importante. Il y a aussi des rejets d'huile qui ont été faits en octobre 2015. On a les métaux pour lesquels ils n'arrivent pas à respecter le seuil limite autorisé. Et puis là, tout récemment, on a eu de la monochloramine qui sert pour traiter la légionnelle pour les aéroréfrigérants, qui est partie, la tuyauterie qui relie
s'est percé, plus la double tuyauterie, et il y a eu une pollution dans la nappe. Alors la fuite de tritium de décembre 2017, elle est assez intéressante parce qu'elle nous a permis de voir aussi un certain état de délabrement du site. En fait, il y a de l'eau qui est allée dans un puisard qui ne devrait pas vraiment y être, et dans une tuyauterie, elle n'aurait pas vraiment dû y être. Cette eau, elle pensait qu'elle n'était pas radioactive, elle était fortement radioactive. Ça a cafouillé pour gérer ce problème. Et puis après, il y a eu un peu ce qu'on lit avec la note de synthèse de l'autorité de sûreté nucléaire, qui n'était pas très contente. Ça a cafouillé parce que la gestion des alarmes associées à cet événement n'a pas été satisfaisante. En fait, il y a une alarme basse, une alarme haute qui était la même. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas savoir si le puisard est plein ou s'il est vide, c'est la même alarme. Il y a les systèmes de transfert d'effluents entre les systèmes de traitement et les capacités de stockage ne permettaient pas une détection automatique de fuite et n'ont pas fait l'objet d'une surveillance appropriée par les équipes de conduite. Plus grave, là, une absence de réaction des équipes de nuit. Là, on nous dit quand même que le personnel manque de compétences, d'une certaine façon. C'est assez inquiétant. Et puis, alors là, ça devient un peu kafkaïen. L'entretien de certains matériels utilisés dans les systèmes de traitement et de stockage des effluents n'est pas suffisant. Un clapet datant de l'origine de la centrale et avec une seule intervention en 1992. Donc, clapet qui est resté ouvert alors qu'il aurait été fermé. Et une pompe en demande d'intervention depuis avril 2016, on était en décembre 2017. Donc qui ne fonctionnait pas depuis avril 2016, donc qui n'a pas fonctionné alors que... Et l'autre pompe, il y avait deux pompes, et l'autre pompe qui, elle, a fonctionné, mais elle était montée à l'envers. Et donc elle a rendu l'âme avant qu'elle ait pu faire son travail. Voilà. Et puis après, des matériels présents qui n'étaient pas classés importants pour la protection, qui auraient dû l'être, voilà. Donc, alors c'est pas dans le cœur du réacteur, c'est dans les annexes, c'est dans les tuyauteries qui circulent tout autour de la centrale pour les effluents, mais ça montre quand même qu'il y a une maintenance, justement, qui est insuffisante. Alors, on va parler de la maintenance. Je ne vais pas tout vous lire. On a fait, en 2017, on a fait le bilan de toutes les lettres de suite de l'autorité de sûreté nucléaire. Et en fait, une lettre de suite de l'autorité de sûreté nucléaire, faut apprendre à la lire et il faut emmener jusqu'au bout. Parce que si vous commencez, les premières lignes, on va vous dire tout est satisfaisant. Puis vous allez un peu plus loin, mais il y a ça, il y a ça, il y a ça, il y a ça. Voilà. Donc il y a quand même des choses qui interpellent. Entre autres, lors d'un contrôle, l'autorité de sûreté nucléaire s'est aperçue qu'il y avait des joints qui étaient déficients dans une zone nucléaire et qui laissaient pénétrer de l'eau dans les locaux. La toiture n'était plus étanche. C'est une zone nucléaire, hein, quand même. Ils ont vu plus loin une dalle qui était fissurée et qui tenait avec des étais, donc qui ne respectait pas les normes sismiques. Voilà, le calarchite trop humide, il y a pas mal de choses, des siphons bouchés, etc., qui montrent quand même qu'il y a des défauts de maintenance récurrents sur cette installation. Et puis, il y a aussi de nombreux retards dans le traitement des écarts, c'est-à-dire que quand il y a quelque chose qui est relevé, l'autorité de sûreté nucléaire demande que ça soit résolu dans un certain temps, et effectivement, ça met un certain temps. En fait, il y a des demandes d'intervention de 2013, 2014 et 2015 qui étaient encore actives en 2017, c'est-à-dire qu'elles n'avaient pas été traitées. Donc des actions non terminées alors que leur échéance était passée. Il y a pas mal de choses comme ça. Il y a des erreurs de manipulation en 2017, entre autres lors d'un rechargement de combustible. Il y a une inversion d'emplacement entre deux éléments de combustible sur un plan qui n'a pas été détecté, sur un plan non détecté par l'ingénieur de combustible, il ne s'en est pas aperçu. On en a un qui est arrivé il y a quelques jours là, où en fait l'UG2 est en phase d'arrêt. Il fallait fermer la vanne du circuit d'acide borique. Donc la personne est allée fermer, mais elle n'a pas fermé le UG2, elle a fermé le UG3. Et l'UG3 était en fonctionnement. Et l'UG3 a eu besoin à un moment d'injecter de l'acide borique. Et c'est là qu'ils se sont aperçus que la vanne était fermée.
ils ont mis 15 minutes pour rectifier le tir, mais l'acide borique, on l'appelle aussi en cas de situation accidentelle, pas qu'en cas de fonctionnement normal. Donc ça laisse quand même à penser où sont les compétences, quoi, pour se tromper de vanne. Il y a aussi des documents référentiels non à jour, avec des incohérences, des choses qui sont notées une fois dans un sens, une fois dans l'autre, et c'est difficile de s'y retrouver. Et puis, globalement, il y a tout le management de la sûreté qui est critiquable en 2017. Je vous passerai. Si vous êtes intéressé pour le détail, c'est des documents que vous pouvez télécharger sur le site stopbudget.org. Hein, puisqu'en fait, ces dossiers, on les a fait aussi dans le cadre de la commission parlementaire sur la sûreté et la sécurité nucléaire, qui a travaillé de mars à juin 2018. Et donc, on a fait tout un dossier. On a fait un courrier étayé avec 12 annexes que vous pouvez télécharger sur le site, sauf l'annexe 11, parce que l'annexe 11, c'est un mode d'emploi pour faire sauter la centrale. C'est les actes terroristes, donc on ne le diffuse pas. On l'a donné aux parlementaires, parce que quand même, voilà. Et il y a aussi des contrôles qui interrogent, c'est-à-dire que quand les gens de la SN demandent les traces des contrôles qui ont été faits, ben, les gens ne les retrouvent pas, etc. Voilà. Alors, budget, c'est aussi des incidents assez régulièrement. Je vous en citais un des tout derniers jours. Donc, des incidents, je ne vais pas tout vous détailler, hein, on en a mis quelques-uns. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'il y a souvent des problèmes lors des redémarrages de réacteurs. Quand il y a eu un arrêt pour rechargement de combustible, des arrêts assez longs, le redémarrage d'un réacteur, c'est pas comme une voiture où vous tournez la clé de contact, c'est beaucoup plus compliqué que ça. Et souvent, justement, il y a eu des interventions, c'est là qu'il y a une vanne qui est restée fermée parce qu'ils ont oublié de la rouvrir, voilà. Donc il y a souvent ça. On a aussi pas mal de problèmes avec des tuyauteries corrodées qui sont plus assez résistantes, entre autres, au séisme, ou qui fuient carrément. Hein, on l'a vu avec les fuites de tritium. Il y a aussi des non-conformités au niveau des règles sismiques qui sont découvertes un peu au fur et à mesure parce que les règles sismiques ont été aussi un peu renforcées. Et puis, donc, il y a des soucis fréquents avec tout ce qui est les vannes. Et puis, on a aussi assez fréquemment des arrêts soudains des réacteurs pour une alarme. Voilà, mais on ne sait pas toujours ce qu'il y a derrière, puisque nous, on ne peut avoir connaissance que des choses qui sont classées comme incidents, donc de niveau 1 ou plus, mais quand c'est du fonctionnement, on n'a pas l'information. Alors on va parler maintenant du vieillissement, puisqu'on a vu qu'on avait quand même des réacteurs qui ont 40 ans de fonctionnement ou 39. Le vieillissement, ce qu'il faut savoir, c'est que dans un réacteur nucléaire, il y a deux composantes importantes qui ne se remplacent pas. C'est-à-dire qu'il y a l'enceinte de confinement, la troisième barrière, celle qui nous protège quand même. Donc, les années passent, le béton, etc., ça vieillit malgré tout. On essaie de nous faire croire qu'on va prolonger à 10, à 50 ou 60 ans, mais c'est pas sûr que ça tienne le coup, parce qu'il y a quand même des fatigues. Plus agressé, il y a la cuve du réacteur, qui ne se remplace pas non plus, mais la cuve du réacteur, c'est là où il y a toute la réaction nucléaire, donc il y a beaucoup de radioactivité, l'acier est soumis à des taux de radiation importants, ce qui a tendance à le fragiliser au fur et à mesure des années. Donc ça ne se remplace pas. Après, il y a des pièces qui se remplacent, mais difficilement. Entre autres, il y a tout ce qui est les générateurs de vapeur. Ils ont été remplacés une fois à budget, en 2010 pour budget 2 et 3, en 2007 pour budget 4, et puis en 1993 pour budget 5. Mais en fait, c'est quand même pas un petit truc, puisqu'un générateur de vapeur, c'est 380 tonnes. Donc, pour manipuler une pièce comme ça à l'intérieur, c'est pas évident. Et il y a 3 ans en arrière, à Paluel, qui est une centrale un peu plus grosse, il y a un générateur de vapeur qui est tombé sur la dalle, qui s'est effondré. Voilà. Et puis après, il y a quand même beaucoup de canalisations, de câbles électriques, tout ça, qui vieillissent, qu'on peut remplacer, mais qui sont souvent dans des endroits très difficilement accessibles. Donc, c'est quand même pas évident. Et effectivement, il y a un vieillissement, on ne peut pas tout remettre à neuf dans un réacteur nucléaire.
Alors le vieillissement, on l'a un petit peu sur le réacteur de Bugey 5, au niveau de son enceinte de confinement, puisque à sa dernière visite, sa troisième visite décennale, le taux de fuite était limite par rapport aux règles, et il avait été demandé un nouveau contrôle 5 ans après, contrôle qui a fait ressortir que le taux de fuite était supérieur aux limites autorisées. Donc du coup, le réacteur a été arrêté. Il a été arrêté pendant presque 2 ans pour trouver une solution. Alors, les tests ont fait que sur toute l'enceinte de confinement, quand ils mettaient de l'eau ici, le taux de fuite redevenait correct, ce qui veut dire que la fuite est sur la partie basse de l'enceinte de confinement. Alors, l'enceinte de confinement, c'est du béton et c'est une tôle inox qui passe tout le long. Donc, cette tôle est probablement percée quelque part. Donc, il a été trouvé une solution pour boucher un peu l'accès à cette tôle. Donc, en fait, on a une dalle ici et donc il y a un joint de dilatation. Ça, c'est la dalle du réacteur et l'enceinte de confinement passe dessous. Donc, il a été convenu de remplir cet espace avec du lait chaud. Et puis, on a bouché ça avec une résine composite ici. Une résine qui ne tient pas aux très hautes températures et qui, dans certaines configurations accidentelles, ne résisterait pas, déjà. Et puis, alors, le lait chaud, bon, on ne sait pas bien ce qu'il deviendra non plus. Toujours est-il que les dernières informations qu'on avait, c'est qu'il y a une consommation de lait chaud beaucoup plus importante que ce qu'ils avaient prévu. Ils avaient prévu d'en rajouter un petit peu de temps en temps, mais là, ils en rajoutent quand même pas mal. Ce qui veut dire qu'il y a une fuite sans doute beaucoup plus grosse que ce qu'ils imaginaient. Voilà, donc le réacteur a pour le moment été remis en route, mais nous on considère que c'est quand même un peu une solution de rafistolage. Voilà. Et ce n'est pas impossible qu'il y ait d'autres enceintes de confinement qui suivent ce problème. Alors la dégradation des générateurs de vapeur, c'est déjà quelque chose d'assez ancien. En fait, les générateurs de vapeur, ici, vous avez plein de petits tubes dans lesquels circule l'eau du circuit primaire. C'est des petits tubes parce qu'il faut beaucoup de surface pour échanger avec l'eau du secondaire pour la vaporiser. Donc, tous ces petits tubes, il s'est aperçu très vite qu'il y avait des problèmes de corrosion divers et variés. Et donc, ça s'est traduit d'abord par boucher certains tubes. Parce qu'en fait, là, vous avez de l'eau très radioactive. Ici, vous avez de l'eau qui, normalement, ne doit pas être radioactive. Mais là, vous avez 150 bars de pression, et là, vous avez 57 bars. Donc, si un tube se perce, obligatoirement, l'eau radioactive part dans ce circuit. Donc, c'est pas admissible. Donc, c'est ce qui a conduit déjà au remplacement de tous ces générateurs de vapeur. Et puis, alors là, on quitte Bugey parce que tout ne se passe pas à Bugey quand même. Là, c'est Dampierre 1 qui, en décembre 1996, a eu une fuite d'eau sur le circuit d'injection de sécurité. Alors, vous remarquerez tout de suite sur cette image que l'enceinte de confinement ici est ici, le circuit primaire est là, donc avec l'eau très radioactive, mais en fait, il y a plein de petits circuits annexes qui sont connectés à ce circuit primaire et qui sont hors de l'enceinte de confinement. Voilà. Donc le circuit d'injection de sécurité, il est là, il n'a pas de vanne, et donc cette tuyauterie s'est mise à fuir, donc il a fallu intervenir. Il y a eu des contrôles qui ont été faits sur un ensemble de réacteurs, et effectivement, il y a plusieurs réacteurs qui ont eu leur tuyauterie changée. Récemment, à Bugey 3, on a eu une fuite sur, cette fois c'était ce circuit-là, où il y avait une fuite et qui a nécessité une intervention. C'est là qu'on a appris que, effectivement, ces rejets étaient normaux. Voilà. Le seul problème, c'est qu'ils étaient dans la norme autorisée, mais quand même, ça mettait en rade les détecteurs de fumée, ce qui est quand même un peu embêtant pour la sécurité. Donc, du coup, il y a eu une intervention qui est faite. Là, c'est bien clair. On nous dit après, le débit de fuite du circuit primaire du réacteur 3 de la centrale nucléaire du Bugey étant resté en deçà de la valeur maximale autorisée par les règles générales d'exploitation, EDF n'a par conséquent pas déclaré d'incident à ce sujet.
Alors ça, les fissures dans les couvercles de cuve, ça a démarré à Bugey avec Bugey 3, qui en septembre 1991, on s'est aperçu qu'effectivement, il y avait des adaptateurs qui avaient des fissures, ça posait quand même un peu de problème. Il y avait, l'origine, c'est une dizaine de fissures de 8 cm sur Bugey 3. La cause, c'est un phénomène de corrosion de l'Iconel 600, c'est un alliage qui est utilisé, qui constituait ces adaptateurs. Donc les adaptateurs, c'est des tubes qui sont soudés sur le couvercle, dans lesquels vont passer les barres de contrôle ou les barres d'arrêt qui vont réguler la réaction nucléaire ou permettre un arrêt rapide du réacteur en cas de problème. Donc ce défaut, il a été constaté aussi sur d'autres couvercles, à Bugey 4, à Paluel 4 et Flamanville 1. Il y a eu d'abord des réparations effectuées, puis ensuite EDF a décidé de changer tous les couvercles de cuve. Donc tous les couvercles des cuves de 900 MW ont à ce jour été remplacés. Voilà, donc le couvercle de cuve, on a bien dit que la cuve ne se remplaçait pas après. Donc on voit quand même qu'il y a des phénomènes de vieillissement qui existent déjà, même depuis 1991, sur certaines parties des réacteurs, avec des problèmes de corrosion. Plus récemment, c'est l'inverse, cette fois c'est le fond de la cuve. On a aussi des pièces qui passent à travers le fond de la cuve, c'est surtout des thermomètres, des choses comme ça. Et donc sur la centrale de Gravelines, en 2011, il a été constaté qu'il y avait une de ces piquages qui avait une fissure de 3,9 cm de long, cause identique, phénomène de corrosion. Il y a d'abord une réparation temporaire en 2012 avec un bouchon et la mise en place d'un détecteur de fuite, parce que là on est dans le bas de la cuve. Donc s'il y a une fissure assez importante qui se crée, c'est la cuve qui peut se vider. Et ça, c'est dramatique pour la réaction nucléaire. On va tout de suite à la fusion du cœur. Et il y a une réparation définitive qui a été faite en septembre et octobre 2016 avec des robots. C'était long à mettre au point et il semblerait que ça ait coûté 50 millions d'euros quand même, cette petite bricole, pour réparer juste un bout de tube ici. Et actuellement, il y a le réacteur de Cattenom 3 qui présente un défaut similaire, mais qui serait dans une position moins critique, donc qui ne nécessite pas une intervention, d'après ce qu'ils disent. Alors, on a parlé des couvercles de cuve, on a parlé des fonds de cuve, ben maintenant on va parler de la cuve elle-même. La cuve, il y a un problème en Belgique, puisqu'en fait, les cuves des réacteurs Doel 3 et Tihange 2, ces réacteurs ont été arrêtés de juin 2012 de juin ou septembre 2012 à mai 2013, à cause de découverte d'un grand nombre de micro-fissures dans les cuves. En mars 2014, jusqu'à novembre 2015, il y a eu un nouvel arrêt, cette fois lié à la découverte de nouvelles fissures supplémentaires. Vous avez sur le tableau, donc en 2012, Doel 3, il y avait 8000 fissures, en 2014, il y en avait 13 000 micro-fissures. Et Tihange 2, il y en a moins, il y en avait 2000, et il y en avait 3100 en 2014. Le problème, c'est est-ce que ces fissures sont d'origine de la cuve, comme c'est un peu ce qui semblait être dit, ou est-ce qu'ils sont créés de nouvelles et qu'il y a une évolution? Il semblerait qu'il n'y ait pas d'évolution, c'est ce qui se dit. Alors ces contrôles, en fait, il faut savoir qu'ils ont été faits en Belgique suite à la découverte en 2004 de défauts sous revêtement de la cuve de Tricastin 1. Alors, ce n'est pas vraiment les mêmes micro-fissures qu'on a trouvées, ou les mêmes défauts. Il y a deux types de défauts. En fait, il y a les défauts sous revêtement et il y a les défauts dus à l'hydrogène. À Tricastin, c'était des défauts sous revêtement. En fait, il faut savoir que la cuve des réacteurs, elle est constituée en acier, l'acier au carbone, elle fait à peu près 20 cm, donc mettons 19 cm, c'est de l'acier au carbone. Et puis il y a 1 cm, c'est une tôle d'inox qui est soudée sur l'acier précédent. Et il semblerait que ces fissures, défauts sous revêtement soient apparues avec certains procédés de soudage de cette tôle d'inox, donc seraient d'origine. Pour Doel 3 et Tihange 2, en Belgique, c'est des défauts dus à l'hydrogène. C'est de l'hydrogène qui a corrodé, ou je ne sais pas, qui a mangé de l'acier à l'intérieur de l'acier. Alors,
La différence, c'est que les défauts sous revêtement, c'est des défauts qui sont transversales. Donc, s'ils s'agrandissent, à la limite, ils percent la cuve. Ceux-ci, ils sont longitudinales, ils sont dans l'âme de la cuve. Mais ils la fragilisent quand même, il ne faut pas croire. Alors, en France, concernant la zone du cœur, ce qui nous est dit par l'IRSN en 2012, concernant la zone du cœur, une trentaine de défauts de type DSR, ceux-là, ont été répertoriés sur l'ensemble du parc, répartis sur 8 cuves. La cuve du réacteur numéro 1 de la centrale du Tricastin est la plus affectée, avec une vingtaine de DSR pour la seule cuve de Tricastin 1, et 6 cuves ne présentent qu'un DSR. Le plus grand défaut situé sur la cuve du réacteur de Tricastin 1 mesure 11 mm, incertitude de mesure comprise. C'est du micro-fissure, c'est pas... Voilà. Alors ces défauts sont surveillés périodiquement en service par des contrôles spécifiques et aucune évolution n'a été constatée. Par ailleurs, leur absence de nocivité a fait l'objet d'analyses mécaniques de justification détaillées. Bon, on ne va pas nous dire que c'est problématique en général, on ne le dit jamais. Alors, ces défauts sous revêtement, on a quelques informations sur budget dans les rapports des troisièmes visites décennales. Donc en fait, budget 2 n'en a pas, budget 3 n'en a pas non plus. Juste pour noter, c'est qu'en fait, pour le moment, les contrôles de la cuve, qui fait 200 mm d'épaisseur, ne sont faits que sous 25 mm d'épaisseur. Par contre, budget 4 a des défauts DSR. En zone de cœur, aucune indication répondant aux critères de recherche de défauts au plan de la cuve avec l'outil de contrôle, 25 mm a été noté. Donc il n'y en a pas vraiment sur la cuve directement, mais par contre, hors zone du cœur, les examens des tubulures ont révélé la présence de 13 défauts de type DSR. Donc budget 4 a 13 défauts sur les tubulures, on sait où partent les tuyauteries un peu. Voilà. Il n'y aurait pas eu d'évolution entre la deuxième et la troisième visite décennale. Budget 5, c'est pareil, il n'y a pas de défaut vraiment sur la cuve, mais il y a, alors c'est un peu l'autre défaut, c'est des indications circonférentielles de dimensions proches des limites de caractérisation qui ont été mises en évidence sur le joint soudé des viroles B et C1 sous le revêtement. Donc les viroles, c'est en fait les anneaux de la cuve qui ont été soudés à la fabrication. Et puis hors zone de cœur, les tubulures n'ont pas relevé de DSR. Voilà. Alors on a vu qu'en Belgique, c'était des défauts dus à l'hydrogène. Donc c'est DDH, est-ce qu'on en a en France? Récemment, il y a un livre qui est paru, que vous avez en vente ici, du reste, Nucléaire danger immédiat, de messieurs Gadot et de Meud, qui fait état de 6 cuves de réacteurs français qui sont fragilisés par des fissures du même type de DDH, d'hydrogène, que les réacteurs belges de Dole 3 et de Tihange 2. Suite à des contrôles faits par EDF, cette fois jusqu'à 80 mm de profondeur et non plus 25 mm. Les réacteurs qui sont concernés, c'est Bugey 2, Gravelines 5, Saint-Alban 1, Golfech 1, Cruas et Penly 1. On a écrit au directeur de la centrale du Bugey et voici ce qu'il nous répond. La présence d'hydrogène dans les pièces de forge des cuves est un phénomène connu qui a déjà fait l'objet d'analyses, de vérifications et d'échanges avec l'autorité de sûreté nucléaire. Le procédé utilisé en Belgique est le même que celui utilisé de longue date et régulièrement sur le parc nucléaire français. Les relectures des résultats d'examen de la zone de cœur des cuves des paliers 900 et 1300 MW ont été effectuées et ne mettent pas en évidence d'indications comparables en nombre et en caractéristiques à celles observées dans les cuves de Dole 3 et de Tihange 2. Concernant les réacteurs de la centrale du Bugey, l'examen d'épaisseur des cuves dans les zones cœur donne les résultats suivants. Bugey 3, 4 et 5, aucune indication notable mise en évidence. Bugey 2, 4 indications de faible amplitude identifiées. Tous ces éléments ont été transmis à l'autorité de sûreté nucléaire, etc. Donc il y a bien effectivement quelques défauts sous hydrogène sur la cuve Bugey 2. Il y en a effectivement beaucoup moins qu'il y en a en Belgique,
C'est pour ça qu'il nous dit qu'on ne sont pas comparables en nombre. Mais il y a quand même bien des choses, on ne nous en avait jamais parlé jusqu'à maintenant. Il a fallu quand même ce livre pour qu'on apprenne ces éléments. Alors on va passer au chapitre des malfaçons et des fraudes. Vous remarquerez la petite phrase que je vous ai dit au début, hein, que la sûreté nucléaire, c'est vraiment le summum, c'est supérieur à toutes les autres industries. Donc vous en avez sans doute entendu parler, ça vient à l'origine, ça vient de la cuve et du couvercle, enfin de l'EPR de Flamanville, qui est en construction depuis déjà bien pas mal d'années, où il a été effectivement trouvé par l'ASN des défauts sur le couvercle de cuve, sur le fond de cuve, et de là, l'ASN s'est un peu interrogée, est allée voir aussi de près le fabricant, donc l'entreprise Creusot-Loire, et a un peu découvert qu'il n'y avait peut-être pas que l'EPR de Flamanville qui était concerné, et qu'il y avait des dossiers qui étaient un peu... qui sortaient des pièces qui n'étaient pas vraiment conformes, mais qui partaient. Et puis il y avait aussi des dossiers barrés. Donc il y a une première liste qui est sortie. Alors eux ils parlent d'irrégularité, moi je parlerai plutôt, enfin nous on parlera plutôt de fraude, qui a fait ressortir un certain nombre de pièces qui n'étaient pas conformes. Donc certaines c'était simplement le cahier des charges du fabricant ou celui d'EDF qui n'était pas totalement respecté, mais il y en a d'autres, c'est carrément les normes qui n'étaient pas respectées, ce qui est beaucoup plus grave. Donc, dans la première liste, budget 2 avait 3 défauts, budget 3 en avait 8, budget 4 en avait 7 et budget 5 en avait 0. Et puis, l'ASN a demandé un approfondissement et de revoir toutes les pièces de fabrication. Et du coup, ça a changé la donne, puisque pour budget 3, on est monté à 113 irrégularités, pour budget 4, on est à 35. Budget 2 et budget 4, et budget 5, on ne sait peut-être pas encore, parce que tout n'est peut-être pas encore traité. Alors là, on est sur les cuves, hein, pour partie, c'est-à-dire que c'est des défauts qui datent de la construction des années 70. Il a fallu 40 ans pour s'apercevoir que l'industrie nucléaire fraudait, ne faisait des pièces non conformes, que son client EDF les acceptait et que l'État, visiblement, fermait les yeux. Alors, bien sûr, quand on a appris qu'il y avait 135 irrégularités à budget 3, mais il y en a 94 qui n'étaient du non-respect des normes, c'est-à-dire, à notre avis, assez grave. Puisque s'il y a des normes faites, normalement, l'installation doit les respecter. Si elle ne les respecte pas, c'est un peu tout et n'importe quoi. On a donc demandé à la direction de la centrale d'avoir les dossiers. Alors on nous a envoyé effectivement les dossiers. Mais vous voyez, tout ce qui est en rouge, c'est ce qui est en blanc en fait, c'est-à-dire qu'ils nous ont mis du blanc, c'est-à-dire qu'on nous cache plein d'informations, y compris une température. Ce qui rend quasi inexploitable ce genre de document. On ne peut pas savoir si il y a un risque ou pas. Alors il conclut bien sûr qu'il n'y a pas de risque. Hein. Tous concluent qu'il n'y a pas de risque dans chaque pièce. Nous, on a une autre approche, c'est qu'on aurait aimé qu'il y ait plus d'analyse. De fait, entre autres, il n'y a pas eu d'analyse réelle, c'est Areva qui a repris ces dossiers, qui regarde et puis qui conclut, non, finalement c'est bon, ça peut passer. Mais il n'y a pas eu de contrôle sur site. L'autorité de sûreté nucléaire ne fait que lire ce que lui envoie l'exploitant. Et puis, pour moi, il n'y a pas eu d'analyse cumulative des défauts. Parce que vous avez un défaut, c'est une chose. Vous en avez 3. Qu'est-ce qui se passe en cas d'accident, par exemple, du comportement? C'est-à-dire que 1, effectivement, il y a une marge, ça résiste. 2, il y a un peu de marge, ça résiste encore. 3, ça résiste peut-être plus. Voilà, donc il y a ça, on pense que c'est assez léger. Alors peut-être qu'on veut nous cacher aussi des choses, c'est pour ça qu'on nous cache des documents. Alors il faut savoir que normalement, la transparence est un droit, en fait. Il y a effectivement des textes, une loi sur la transparence, et c'est des
texte du Code de l'environnement maintenant, qui oblige l'exploitant à nous donner des informations sur tout ce qui touche à la sûreté et aux pollutions radioactives. Donc, on a été devant la commission d'accès aux documents administratifs, commission qui nous a dit les occultations auxquelles a procédé EDF au titre de la préservation du secret de matière industrielle et commerciale sur les documents objets de la demande d'avis n'apparaissent pas légalement justifiées. C'est clair. Elle émet par suite un avis favorable à la communication des documents sollicités dans une version uniquement occultée des mentions ayant trait à la sécurité telles que l'ont été par EDF. Alors la sécurité, c'est un peu tout ce qui est plutôt extérieur, c'est les agressions, ce que fait Greenpeace par exemple, c'est des atteintes à la sécurité de la centrale, c'est pas la sûreté. La cuve, c'est plutôt de la sûreté. Donc la réponse d'EDF, vous l'avez là. S'agissant de votre demande portant sur le réacteur de la centrale de budget 3, parce qu'effectivement en même temps on a demandé pour le budget 4, puisqu'on avait appris entre-temps qu'il y avait 25 irrégularités aussi, des informations occultées dont vous demandez communication ayant trait à la sécurité de l'installation, ainsi qu'au droit de propriété intellectuelle d'EDF. Alors ce qui était matière industrielle et commerciale est devenu droit de propriété intellectuelle. Et ses fournisseurs. Nous pouvons faire droit à votre demande. C'est-à-dire qu'on ne nous a pas renvoyé de documents, ils sont toujours autant caviardés, et puis ceux qu'on nous a envoyés pour le budget 4 sont caviardés comme les précédents. Donc, bon, là, on est en train de réfléchir, il nous reste le tribunal administratif pour peut-être obtenir les documents. Alors, 94 défauts, vous vous demandez peut-être un peu où ils sont pour le budget 3. Alors, j'ai essayé de mettre en image. Alors là, il n'y en a pas 94, il y en a 108, parce que dans les documents qu'on a, c'est pas toujours facile de s'y retrouver. Il y a, effectivement, on a 108 défauts dans les documents qu'on nous a fournis. Donc en fait, pour tout vous dire, le réacteur, la cuve, elle est connectée à 3 générateurs de vapeur sur budget pour produire la vapeur pour la turbine. Donc c'est pour ça qu'ici vous avez une cuve et vous avez 3 générateurs sur mon dessin. Ce qui est dans les petits ronds, c'est le nombre d'irrégularités pour la pièce concernée. Donc en fait, il faut savoir que ça c'est décomposé, il y a le couvercle, il y a des tubulaires, il y a la virole supérieure, la virole inférieure, le fond de cuve. Voilà, j'ai mis les flèches. Pareil pour les générateurs de vapeur, hein, là il y a le détail. Donc vous voyez quand même que sur la cuve, qui date d'origine, hormis le couvercle qui a été remplacé, qui n'a qu'un, vous voyez quand même qu'entre tout ce qui est les tubuleurs qui vont faire les liaisons avec les tuyauteries qui partent ici, ces tubuleurs, on a quand même 20 irrégularités, 13 irrégularités. Voilà. La virole supérieure, là, où il y a le cœur du réacteur, c'est là où il y a vraiment la réaction nucléaire qui se fait ici. Il y en a 9 quand même d'irrégularités. 4, etc. Donc vous voyez la répartition. Et sur les générateurs de vapeur, c'est pareil, on a un grand nombre d'irrégularités. Alors, les générateurs de vapeur, ils ont normalement été changés. Le budget 3, il est déjà assez longtemps. Donc on voit quand même que c'est un peu vérolé. Je vous laisse apprécier. Alors on a budget 4 aussi maintenant. Mais budget 4, il n'y a pas que ce problème d'irrégularité, parce que budget 4, il y a autre chose. Il faut savoir qu'il y a des pièces, comme des générateurs de vapeur, qui sont faits aussi au Japon, parce qu'on n'est pas capable de tout faire en France. Hein, quand on nous parle nucléaire, industrie française, etc., c'est loin d'être le cas hein, dans la réalité. Et donc, il y a le japonais JCFC, qui a fabriqué des générateurs de vapeur pour 12 réacteurs. Il y a 12 réacteurs nucléaires qui sont concernés en France, où en fait il y a des taux de carbone trop élevés dans les pièces basses. Taux de carbone trop élevé, ça veut dire que votre acier est, au lieu d'être un peu malléable, il est cassant, il est fragile. Et donc, en cas de choc thermique brut, c'est-à-dire une arrivée forte d'eau froide, il pourrait casser. Voilà.
Donc, ça a été analysé. Alors, bon, ils ont été remis en route. Et le G4 a 2 générateurs de vapeur qui sont concernés par cette irrégularité. Ça a été remis en route précipitamment au mois de décembre parce que les grands froids arrivaient et on avait besoin des réacteurs nucléaires pour alimenter la France en électricité pendant l'hiver. Voilà, mais ça interroge quand même. C'est pour ça qu'on pense de plus en plus que la sûreté nucléaire n'est qu'un mythe. Attention, correctif. Depuis la dernière conférence, nous avons eu de nouvelles informations. Le réacteur Bugey 3 a toujours ses 94 irrégularités, mais le réacteur Bugey 4 n'a plus 25 irrégularités, mais 66, sans oublier bien sûr ces 2 générateurs de vapeur évoqués précédemment. Le réacteur Bugey 2 a lui 58 irrégularités, et le réacteur Bugey 5 en a 46. De quoi méditer. Mais comment en est-on arrivé là? Là, j'ai repris des documents d'époque. Là, c'est une plaquette Framatome de 1978. Vous voyez quand même que ces gens, c'est l'usine ici, Creusot-Forge, ces gens, ils avaient tout un truc d'assurance qualité, avec des bouclasseurs et tout. C'était le top, hein. Assurance qualité. Ils étaient même en assurance, enfin tout, ils étaient autorisés à l'exportation, ils avaient toutes les autorisations. Mais Framatome, c'était, enfin Creusot-Forge, c'était le fabricant. Donc, quand vous achetez quelque chose, le fabricant, mais vous regardez quand même si ce qu'il vous vend est un peu conforme. Donc EDF devait plus ou moins contrôler. Effectivement, là c'est dans un document, l'Annales des mines de janvier 1974, c'est un article sur le contrôle exercé par Électricité de France au cours de la construction des centrales nucléaires. Donc on va lire un peu. Afin de s'assurer une garantie à long terme d'une qualité adéquate et d'une disponibilité satisfaisante des matériels, facteur important de la sûreté des centrales nucléaires, EDF est amené à exercer une surveillance et un contrôle de l'action de ses fournisseurs. Pour ce qui concerne le choix des matériaux et l'exécution des opérations de fabrication et de contrôle associées. Voilà. EDF a fixé en accord avec ses fabricants des règles qui figurent dans un cahier de prescription de fabrication et de contrôle. L'application de ces règles a permis et même suscité des progrès techniques appréciables du point de vue de la sûreté des centrales nucléaires. Voilà, alors on lit un peu plus loin. Électricité de France s'est toujours attachée à définir de façon aussi précise que possible la nature et les caractéristiques principales des ouvrages et installations de production d'électricité dont il confie à des constructeurs l'étude et la réalisation. Mais dès sa création, l'établissement a jugé nécessaire d'exercer sur l'action de ceux-ci une certaine surveillance, tant au stade de la conception des ouvrages et des matériels qu'au stade de la construction et bien entendu de la mise en service de ceux-ci. Alors c'est comme ça qu'il y a des contrôles en usine. EDF veille à ce que les équipements dont disposent les constructeurs qu'il choisit, ainsi que l'organisation, la qualification et les effectifs du personnel, que ceux-ci affectent aux opérations de fabrication et de contrôle associées, permettent d'obtenir la qualité requise en respectant les dispositions contractuelles et les spécifications techniques. L'établissement fait contrôler par les agents qu'il délègue dans les usines des constructeurs et dans celles de leurs sous-traitants et sous-commandiers que ces dispositions contractuelles et spécifications techniques sont effectivement respectées. Les agents contrôleurs d'EDF assurent en quelque sorte une présence quasi permanente de l'établissement dans les usines de construction, soit en assistant effectivement aux opérations importantes de fabrication et de contrôle, soit en effectuant des visites inopinées. Et dans tous les cas, en se faisant présenter les procès-verbaux des opérations de contrôle effectuées par les constructeurs
et en examinant ces documents sous le double aspect de l'exactitude des résultats consignés et de la conformité de ceux-ci aux dispositions contractuelles et aux spécifications techniques. Et on contrôle aussi les défauts. Tiens, là, le CPFC, ça c'est le cahier des charges, prévoit que doivent être effectués tant sur les pièces et produits aux différents stades de leur élaboration que sur les joints soudés, d'importants contrôles non destructifs. Ces contrôles utilisent conjointement différentes techniques complémentaires, examen visuel, magnétoscopie, ressuage, ultrasons, radiographie. L'interprétation simultanée des résultats de ces contrôles permettent seuls de mettre en évidence des défauts et d'en apprécier les caractéristiques dimensionnelles et de la nature. Alors, avec des contrôles comme ça, on se demande comment on est arrivé à de tels taux d'irrégularité sur les réacteurs nucléaires français. Il y a quand même un problème. Et puis, il n'y a pas qu'EDF, puisque derrière, il y a l'État qui supervise, puisque une installation nucléaire, il y a un comité interministériel, il y a différentes divisions de l'État qui chapeautent EDF, qui doit présenter un rapport préliminaire de sûreté, un rapport provisoire de sûreté, puis un rapport définitif de sûreté. L'un au moment de la création du site, l'autre au moment du chargement du combustible, et le troisième au moment du démarrage. On a quand même l'impression que tout ça, c'est vraiment de belles paroles, mais que dans les faits, on est loin de ce qui est écrit. Alors, on va quitter les malfaçons, les défauts, pour parler de l'après-Fukushima. Fukushima, c'était le 11 mars 2011. On a bien dit que c'était quand même un peu différent, parce que Tchernobyl, on pouvait dire c'est vraiment les Russes, c'est pas du tout le même type de réacteur. Là, c'était quand même assez proche comme réacteur, et puis le Japon est un des partenaires avec lesquels on travaille, entre autres, puisque vous avez vu qu'il y a des générateurs de vapeur qui sont fabriqués au Japon. Donc on ne pouvait pas dire que c'était vraiment des charlots, les Japonais. Donc il y avait quand même quelque chose de cet accident. Il est sorti que il y a eu des évaluations complémentaires de sûreté, parce qu'on a quand même constaté que nos réacteurs avaient aussi des déficiences si on avait eu le même sinistre chez nous. Donc en 2012, l'autorité de sûreté nucléaire demande à EDF la mise en œuvre d'un noyau dur, c'est-à-dire qu'il y avait des choses à faire pour renforcer la sûreté de nos réacteurs. Dans ce noyau dur, il y a entre autres les groupes électrogènes d'ultime secours, un par réacteur. Parce qu'effectivement, un accident nucléaire, il a pour origine, si vous n'avez plus d'électricité, vous ne pouvez plus refroidir, et si vous ne pouvez plus refroidir, la réaction, elle s'emballe. De même, s'il y a une tuyauterie qui rompt brutalement, et que le cœur du réacteur se trouve plus refroidi et en haut, il y a effectivement une fusion. C'est ce qui s'est passé effectivement à Fukushima. Voilà. Ils ont eu un problème d'électricité aussi. Donc, ces groupes électrogènes d'ultime secours, eh bien, à Bugey, ils vont être mis en route prochainement. Ou il y en a un qui a été mis en route, enfin, on est en 2018, quoi. 2018, 2011. Enfin, là, c'est 2012. Ça fait 6 ans. 6 ans pour résoudre un problème de sûreté qu'on parle de noyau dur. Mais alors, en plus, quand on dit enfin est dans l'attente, ça c'est un avis lié à la scène, enfin est dans l'attente du déploiement complet du noyau dur, ça c'est une partie, sur l'ensemble des réacteurs au-delà de 2030, l'IRSN considère qu'EDF doit mettre en œuvre, en valorisant les améliorations de sûreté introduites d'ici à 2021, des dispositions permettant la maîtrise des fonctions fondamentales de sûreté, en situation, enfin je vous passe, là EDF est sur 2030, là l'IRSN demande un peu 2021, il demande à ce que EDF s'engage en 2017. En fait, c'est bien long quand même pour résoudre, pour faire un noyau dur, quoi. Le seul truc qu'on a fait assez rapidement, c'est la force d'action rapide nucléaire. Effectivement, c'est des gens formés avec de l'équipement pour pouvoir intervenir rapidement sur un site pour essayer de réparer. Effectivement, les années passant, le vieillissement, tout ça, si on prolonge les réacteurs comme l'État et EDF l'envisagent actuellement, pour Bugey, on nous parle de plus en plus d'un grand carénage, effectivement, on va sans doute vers l'accident grave en France. On
a des signes précurseurs, c'est par exemple la cascade d'incidents qui pourrait mal tourner. En 2013, le réacteur Bugey 5 était en fait en phase d'arrêt suite à un incendie qu'il y avait eu au mois de juin précédent. Donc il était en phase d'arrêt, mais il est quand même refroidi, il y a quand même de l'eau qui circule, il y a quand même de la chaleur à évacuer. On n'est pas à pleine puissance, on est à puissance réduite. Il y a eu à un moment une montée de pression au-dessus d'un seuil qui nécessite de déclencher le plan d'urgence interne. Ce qui a été fait en interne. Mais par contre, normalement, quand on déclenche ce plan, on doit prévenir immédiatement le préfet et l'autorité de sûreté nucléaire. Et pour Lyon, l'ASN, l'autorité de sûreté nucléaire de Lyon, c'était 2h10 de retard. La nationale, c'était 3h30 et le préfet, c'était 4h40. C'est déjà significatif de comment EDF réagit dans une situation un peu accidentelle. Alors, c'était pas... Ils ont réussi à refaire baisser la pression, c'est revenu assez vite normal, mais normalement, ils n'ont pas respecté totalement les procédures. Alors après, ce qui est intéressant, c'est aussi de voir cet incident, quelle était son origine. En fait, c'est une fermeture intempestive de la vanne, alors 5 RCP 013 VP. Et pour résoudre ce problème, pour subvenir, il aurait fallu fermer une autre vanne. C'est la vanne 5 RCP 046. Mais en fait, il y a eu une complication parce que c'était pas possible de la fermer, cette vanne. Voilà. Et pourquoi c'était pas possible de fermer cette vanne? Parce qu'il y avait un défaut de maintenance. Cette vanne n'était plus étanche depuis la visite décennale de 2011. On était en 2013. Bon, heureusement, le réacteur était quasi à l'arrêt, il n'y avait pas beaucoup de puissance à évacuer, ça a sans doute aidé, mais on peut se demander si un incident de ce type, avec une vanne qui doit se faire et que l'autre ne fonctionne pas non plus, que la cascade, quoi, est-ce qu'on ne va pas justement vers une configuration d'accident grave? Alors l'accident grave, effectivement, il peut avoir des causes internes. C'est la perte de réfrigérant primaire conduisant à la fusion du cœur, c'est les ruptures de tubes de générateurs de vapeur, puisque comme je vous ai dit, la radioactivité passe alors directement dans le circuit secondaire et donc traverse l'enceinte de confinement. Il n'y a plus confinement dans ce cas-là. C'est aussi la rupture d'une tuyauterie d'alimentation d'eau d'un générateur de vapeur. C'est la rupture de la barrière thermique d'une des pompes primaires. Enfin, il y a beaucoup de choses, quoi. Plus, effectivement, la cascade de petits incidents. Et puis, il y a les causes externes. Donc, à Bugey, on a quand même des risques externes qui sont non négligeables, on va dire. Alors, il y a le barrage de Vouglan. Vous avez peut-être tous vu le reportage d'Envoyé spécial. Il est assez parlant, je pense. Effectivement, c'est la 3e plus grosse retenue d'eau de France. Et si ce barrage venait à rompre, ben effectivement, il y a une énorme vague d'eau et de boue, de débris de toutes sortes, puisqu'elle va tout arracher sur son passage, qui va descendre tout le long de la rivière d'Ain, puis du Rhône, ça se fait ressentir jusqu'à Cruas et plus loin, quoi. Tout ça. Et à Lyon, effectivement, il y a une hauteur d'eau attendue au bout de quelques heures de 6 ou 7 mètres sur la place Bellecour. Donc voilà. Les études, en fait, de cette vague, elles font qu'elle s'arrête au port de la centrale. Alors la première étude, elle s'arrête au bord de la route, et quand on a la configuration, on connaît le site, quand vous êtes sur la route qui passe de Lagneux jusqu'à Loyette, vous passez devant la centrale. Si vous regardez sur la gauche, enfin si vous allez vers Loyette, si vous regardez sur la gauche vers la centrale, vous verrez que le parking, c'est déjà en contrebas. Il n'y a pas un monticule qui arrête. Donc l'arrêt au bord de cette route, il est quand même pas très bien expliqué. Après, il y a une deuxième étude, soi-disant en 2D, 2 dimensions, tout ça, qui évite complètement la centrale. Bon, nous, on a eu un dossier, on a vu qu'il y a des erreurs dans notre dossier, puisque, entre autres, la rivière d'Ain, si vous voulez, elle passe Pont-d'Ain, Chazay-sur-Ain, et là, elle est en plein, si vous regardez, elle est tout droit vers la centrale. Et à la sortie de Chazay-sur-Ain, elle va faire un coude, elle va faire 2 coudes
pour dévier et aller passer à Saint-Maurice-de-Bourdin et aller se jeter au confluent de l'Ain. Et ça, c'est la géologie qui a fait ça, quoi. Et effectivement, quand ça déborde, ben, elle peut quand même partir vers la centrale. Donc dans les études, ils ont retenu quelque chose qui s'appelle le coefficient de Ficker, c'est un coefficient de frottement. Donc plus il y a du frottement, plus ça freine l'eau. Et ils ont retenu un coefficient qui est plutôt un coefficient avec une végétation assez dense qui freine. Or, quand vous allez dans la plaine de l'Ain, dans ce secteur, vous verrez surtout en plein hiver qu'en fait, il n'y a pas un brin de végétation, il n'y a plus de haies, puisqu'en fait, on fait de la culture industrielle de maïs et autres, et en fait, il n'y a pas grand-chose qui retiendrait l'eau. Donc, il y a quand même déjà des doutes sur les études, plus ce qui est dit dans le reportage sur la hauteur d'eau prise en considération au niveau du barrage, etc. Mais on a aussi un risque de séisme, puisqu'en fait, toute la zone ici est une zone sismique active, entre autres avec Annecy. Annecy, il y a déjà eu des tremblements de terre assez récemment, d'une certaine amplitude. Voilà. Et en fait, là, on a deux plaques tectoniques qui se rencontrent sur le Bugey, un peu, voilà. Et là, on est sur un réseau de failles qui passe pile sous la centrale nucléaire du Bugey. Donc, on n'est pas à l'abri de secousses et on a régulièrement des petits séismes. Il y en a eu pas très longtemps du côté de Loyette, du côté, etc., des tout petits, parce qu'il y a une activité sismique permanente. Si vous regardez certains sites, vous avez des séismes de 2 à 3. On ne les sent pas, pratiquement. Mais on sent que c'est actif, quoi. Donc, un jour, ça peut être un peu plus actif et arriver avec quelque chose. Donc, c'est aussi un risque, le sismique. Et puis, alors, on a un risque vraiment particulier par rapport à pas mal de centrales nucléaires en France, c'est qu'on est à proximité d'un aéroport international, Lyon-Saint-Exupéry. Et en fait, il se trouve qu'on est exactement quand les avions vont atterrir, quand les avions qui viennent du nord vont atterrir à Saint-Exupéry, selon le vent, ils vont passer ici, ils vont retourner pour prendre la piste. Et puis, quand le vent est inverse, bah, c'est le contraire, ils vont faire, et après ils vont redécoller, ils vont repasser là. Alors ils passent un tout petit peu plus haut quand ils redécollent. Mais on sait que les phases d'atterrissage et de décollage, c'est aussi des phases critiques en aviation. C'est là où, effectivement, l'avion est le plus instable. Donc, on pourrait très bien avoir un jour, et quand vous allez sur les sites internet qui vous donnent des documents, si vous allez sur le site Stop Bugey, vous aurez plus d'images comme ça aussi dans un des annexes du rapport dont je vous ai parlé tout à l'heure. Ben, on sait que les réacteurs nucléaires comme ceux de Bugey ne résistent pas à la chute d'un avion gros porteur. Ils résistent à la chute d'un Jodel, enfin d'un petit avion d'aéroclub, mais pas un avion de cette taille. Donc, effectivement, le risque d'accident, il peut exister aussi à ce niveau-là. Il peut aussi exister, cette fois, sous le côté terrorisme, puisqu'il y a bien eu un précédent, puisqu'il y a des avions qui se sont écrasés sur des tours aux États-Unis en 2011. Non, c'était Fukushima. Et ce scénario pourrait se passer. Il pourrait très bien y avoir des terroristes qui décident de prendre un avion et de venir le cracher sur Bugey. Est-ce qu'on aurait le temps d'intercepter? Ben non, parce qu'en fait, vous avez deux aéroports à proximité de Bugey. Il y a Lyon-Saint-Exupéry, qui est un aéroport international, civil, etc., qu'on peut considérer qu'il est bien protégé, bien que récemment on a eu une voiture en piéton qui a perturbé les disques. Mais on a un aéroport un peu plus loin, qui est Lyon-Bron, qui lui est un aéroport d'affaires. Donc avec des avions privés conduits par X, Y, voilà. Et même de Lyon-Bron, un avion qui décolle, en 5 minutes, il est sur Bugey. Donc ce qui fait que les mirages qui sont censés intercepter un avion qui passerait à trop basse altitude au niveau de Bugey, ils décollent d'Orange. Donc ils ont beau voler très très vite, effectivement, mais rien que le temps de monter dans l'avion, déjà d'avoir l'alerte, d'avoir décelé, donc effectivement le risque existe.
c'est un peu ce qu'on a voulu dire dans le rapport de la commission parlementaire, c'est que le site nucléaire du budget pouvait être un enjeu de terrorisme international, puisque si vous voulez mettre l'économie, la France par terre, quoi de mieux que de faire un gros accident au budget qui va rendre la ville de Lyon inhabitable, plus toutes les descentes nord-sud, etc. Donc il y a quand même des risques. Alors l'accident grave, c'est au moins 30 km évacués. Il faut savoir qu'à Fukushima, au début de l'accident, le vent soufflait vers la mer, donc on n'a pas de relevé précis. Mais au budget, il n'y a pas de mer en face. Donc si le vent souffle d'un côté, ben, ça fera un panache là et un autre panache là. Voilà. Donc, il y a une partie qui est très irradiée qui serait évacuée, puis il y a une partie moins irradiée qui ne serait pas évacuée. Actuellement, le plan particulier d'intervention de la centrale, il est de 10 km. Il avait été demandé que ces PPI, aussi bien par l'Agence nationale des commissions locales d'information que par l'autorité de sûreté nucléaire, soient étendus à 80 km. Bon, il a été décidé de les étendre à 20 km, c'est en cours. Ça devrait être effectif à la fin 2019. Ça pose pas mal de problèmes puisque l'aéroport de Saint-Exupéry rentre dans les 20 km. Donc il faut gérer avec les passagers tous les flux de passagers et tout. Voilà. Puis s'il y avait quelque chose, les points d'évacuation et tout. Voilà. Mais vous voyez le cercle des 30 km. Alors 30 km, c'est de la théorie, hein, un petit peu, c'est pas un cercle. Ça peut être aussi une pastille qui s'étend, un ovale qui va s'étendre comme ça. Il ne faut pas non plus se fier aux vents qui sont au niveau du sol, quoi, de ce qu'on dit. On dit, bon, le vent, là, il est sud et nord dominant, mais dès que vous montez un peu, il peut être est-ouest, le vent. Il n'y a rien de fixé, quoi. Donc, on voit qu'il y a une partie de la métropole lyonnaise qui est touchée. Donc, déjà, on aimerait être sûr qu'on va être capable d'évacuer les gens qui seront dans cette zone. Ce qui n'est pas du tout sûr, parce qu'on n'est pas sur le même nombre de personnes qu'il y avait à Fukushima ou à Tchernobyl. Et puis après, les autres qui sont plus loin, il faudra bien qu'ils vivent avec un peu de radioactivité, parce qu'on n'évacuera pas tout le monde. De toute façon, on n'indemnisera pas tout le monde non plus. Alors, il faut savoir qu'à Bugey, on a failli avoir un accident grave, c'était en 1984. Il y a eu une chaude alerte, ils avaient perdu sur un réacteur tous les contrôles, parce que il y avait un défaut d'alimentation sur un certain nombre de circuits de commande et les groupes électrogènes ne marchaient pas. Enfin, tant qu'ils trouvent, c'était in extremis. Ils ont passé une nuit à transpirer. Voilà. Je vous remercie.